Le défi lancé par la Chine à l'hégémonie américaine est réel. L'organe exécutif de la puissance américaine reste sa marine, la marine la plus puissante du monde. Grâce à elle, Washington peut projeter sa domination militaire sur n'importe quel coin du globe et bloquer les principales voies maritimes du monde entier. Pékin le sait, et donc, pour défier Washington, il doit défier la marine américaine. Et c'est exactement ce que fait Pékin. Cela fait presque une décennie que la marine chinoise a dépassé la marine américaine en termes de nombre de navires. Entre 2017 et 2019, la Chine a ajouté plus de navires à sa flotte que l'Inde, le Japon, l'Australie, la France et le Royaume-Uni réunis. Mais comme d'habitude, tout est dans les détails. La Chine mettra-t-elle fin à la suprématie maritime de la US Navy? Découvrons-le. Bienvenue dans le rapport des années 20. En plus de 3000 ans d'histoire, la marine n'a jamais joué un rôle primordial dans la stratégie chinoise. Hormis un épisode de moins de 30 ans lié aux expéditions de Zheng He au début du XVe siècle, les empereurs chinois avaient tendance à se concentrer sur le renforcement des forces terrestres, déterminées par la situation géographique de l'Empire du Milieu et son orientation perpétuelle vers l'intérieur. Avec le temps, durant le développement dynamique des puissances européennes, cet oubli reviendrait hanter la Chine. La faiblesse navale et le retard technologique sont devenus une cause majeure du siècle de l'humiliation, dont le début symbolique a été la défaite des guerres de l'opium contre l'Empire britannique dans les années 1840. En conséquence, dans les décennies qui suivirent, les Chinois durent accepter le diktat non seulement des autres puissances occidentales, mais aussi du Japon qui, après la guerre de 1894-1895, prit le contrôle de Formose, aujourd'hui Taïwan, et de la Corée, changeant ainsi l'équilibre des pouvoirs en Asie et jetant les bases d'une autre guerre sino-japonaise beaucoup plus sanglante. Le siècle d'humiliation s'est théoriquement terminé avec la proclamation de la République populaire de Chine en 1949. Toutefois, cela ne signifie pas que la marine chinoise, PLAN, renaît. Au contraire, elle restait subordonnée aux forces terrestres et, du fait de son sous-développement, simplement faible. Cela posait un problème, car avec la création de la RPC, la République de Chine était également établie à Taïwan. La réunification de la Chine est devenue un objectif à long terme des communistes, mais à l'époque, il était inaccessible en raison du manque de capacité pour mener une opération de débarquement par voie maritime. Il faudra attendre la période de réforme et d'ouverture initiée par Deng Xiaoping à la fin des années 1970 pour que la marine commence à prendre de l'importance aux yeux des stratèges chinois. Le principal facteur accélérant le développement de la marine a été l'entrée de la RPC dans les structures de la mondialisation et l'ouverture au commerce maritime. Après l'adhésion à l'OMC en 2001 et l'afflux d'investissements occidentaux, la prospérité de la Chine, élément clé de la légitimité du parti, a commencé à dépendre du libre accès aux routes maritimes. Cette vulnérabilité stratégique a été bien illustrée par Hu Jintao, qui, en 2003, après l'invasion américaine de l'Irak, a déclaré que la Chine, intégrée dans l'économie mondiale, était confronté au dilemme de Malacca. En effet, ce n'est pas un secret pour personne que les 2/3 des exportations maritimes chinoises et 1/3 des exportations maritimes mondiales transitent par le détroit de Malacca. En outre, 80% de l'approvisionnement en pétrole de la Chine dépend d'un passage sans entrave par cette voie navigable stratégique. La situation géographique de la Chine, située au carrefour de grandes routes maritimes qui ont favorisé la prospérité en temps de paix, peut potentiellement se transformer en vulnérabilité en temps de conflit. À mesure que la Chine s'intègre de plus en plus dans l'économie mondiale, elle se retrouve limitée par sa géographie. À l'heure actuelle, près de 90% du volume des échanges commerciaux de la Chine s'effectue par voie maritime et 70% de son PIB est généré dans les régions côtières. Selon les données du World Shipping Council, la Chine abrite la moitié des 20 plus grands ports du monde, illustrant la croissance remarquable de son économie maritime depuis la période de réforme économique et d'ouverture. Cependant, en raison de la concentration de l'activité économique dans les zones côtières, la Chine n'est pas en mesure d'exploiter pleinement sa profondeur territoriale. Cette limitation a conduit au développement de doctrines stratégiques visant à modifier cet état de fait. Avant même de commencer à considérer la structure du développement naval chinois et les objectifs qu'il vise à atteindre, il faut d'abord comprendre les facteurs qui définissent la position géostratégique de la Chine.
cela ne peut se faire sans évoquer le concept de Shen Deal, qui constitue depuis des décennies un point central des planificateurs chinois. Le concept des Shen Deal a été introduit dans les années 1980 par le commandant en chef de la marine chinoise, Liu Huaqing, qui fut avec le temps surnommé le père de la marine chinoise moderne. Ces chaînes déterminent la portée opérationnelle des forces navales américaines et, en même temps, les principales contraintes imposées à la flotte chinoise. Les plus significatifs sont deux d'entre eux. La première chaîne s'étend des îles japonaises, les îles Ryukyu, de Taïwan et du nord-ouest des Philippines, fait demi-tour à Bornéo et se dirige enfin vers le Vietnam. La Chine considère que cela est crucial du point de vue de la garantie des intérêts fondamentaux de l'État. Selon l'interprétation, cela peut être assimilé à la fois à une sphère d'influence et à une limite de zone tampon. Un auteur l'a comparé à la Grande Muraille de Chine, qui freine l'expansion maritime chinoise. Étant donné que la plupart des pays formant la première chaîne d'îles sont des alliés ou des partenaires des États-Unis, Pékin y voit ouvertement un symbole d'endiguement, accusant Washington d'attiser une seconde guerre froide. Dans le même temps, la chaîne bloque de fait l'accès de la Chine aux océans et augmente le risque d'un blocus effectif en cas de conflit. Liu Baoyin et Yang Xiaomei énumèrent pas moins de 22 détroits et canaux d'importance cruciale pour la RPC. Le canal Bashi, au sud de Taïwan, constitue en particulier la principale porte d'accès à l'océan pour les forces navales chinoises. De nombreux Chinois, dont Lin Hongjiu, notent qu'en raison de son long littoral de 14 500 km, la Chine devrait être considérée comme une puissance maritime. Dans le même temps, en raison de l'existence d'une chaîne métallique, ils ont un accès limité uniquement aux mers proches, et non, comme dans le cas des puissances maritimes naturelles comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, aux océans du monde. C'est précisément pour cette raison que le statut de Taïwan, au-delà de son importance politique et de son prestige, détermine la position stratégique de la RPC dans l'Indo-Pacifique. En plus de réduire la portée opérationnelle effective de la marine américaine, le contrôle potentiel de l'île affecte négativement la position des alliés américains, comme le Japon et les Philippines. On peut donc affirmer que le statu quo dans le détroit de Taïwan constitue un fondement essentiel de la crédibilité américaine dans la région. La deuxième chaîne est beaucoup plus lointaine, commençant par les îles volcaniques japonaises d'Ogasawara et traversant les Mariannes, les Carolines et se terminant en Papouasie occidentale. Le point le plus important ici est l'île américaine de Guam, qui est également le plus grand bastion américain du Pacifique occidental. Toutes les chaînes d'îles disposent de centres de concentration des forces américaines, leur conférant une certaine flexibilité et une capacité de réaction en cas de crise. Outre les facteurs géographiques, l'approche des planificateurs chinois était fortement influencée par la troisième crise du détroit de Taïwan de 1995 à 1996. Il est important de noter qu'au milieu des années 1990, la Chine avait déjà connu 25 ans de croissance moyenne du PIB à 10%, suscitant les premiers espoirs de concrétisation des grands plans stratégiques de la RPC, notamment l'unification territoriale du pays. Cependant, l'intervention des porte-avions américains dans le détroit de Taïwan a souligné la sensibilité aiguë de la Chine aux projections de puissance américaine. Les Américains ont appliqué les leçons tirées de la première guerre du Golfe, y compris des éléments de la doctrine de bataille aéroterrestre et les avantages de l'adoption de solutions techniques dans le cadre de la révolution dans les affaires militaires. Au lendemain de ces événements, la direction du développement stratégique chinois est devenue claire. Les planificateurs chinois se sont concentrés sur le développement de capacités conçues pour cibler les principaux atouts des forces américaines. Ceux-ci comprenaient le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, ISR, le commandement et le contrôle en réseau, et la puissance aérienne. En réponse à ce défi, les Chinois ont élaboré un ensemble de tactiques dans le cadre de la doctrine de défense active. Ces tactiques englobaient l'utilisation d'armes de précision, l'intégration de tous les types de forces, un système de reconnaissance multitouche impliquant des radars, des véhicules sans pilote et des satellites, ainsi que des capacités améliorées en matière de guerre électronique et de cyberdomaine. Cela a conduit à la création d'une zone d'interdiction d'accès, interdiction de zone, A2-AD, limitant de fait l'efficacité de la marine américaine, en particulier de son aviation navale, renforçant ainsi, je cite, la tyrannie de la distance. Fin de citation. Il convient de noter l'influence significative de l'amiral Liu Huaqing, qui a popularisé le concept de chaîne d'îles et développé la doctrine de protection des mers proches.
Cette doctrine est devenue une référence cruciale pour le développement des stratégies de défense actives au XXIe siècle. Pendant des décennies, la suprématie aérienne a été une condition fondamentale du succès de la guerre dite occidentale. En réponse à cette menace, la Fédération de Russie et la Chine ont investi des ressources substantielles dans la défense aérienne, les armes de précision et les capacités de reconnaissance, afin d'établir des zones d'accès interdits comme boucliers pour les opérations conventionnelles. Dans l'ensemble, l'évolution de la stratégie navale de la Chine ressemble à la jeune école créée en France au XIXe siècle en réponse à la domination conventionnelle de la Royal Navy britannique. L'amirauté française a opté pour une concurrence asymétrique et des moyens moins coûteux pour dissuader un adversaire plus grand. La prolifération des sous-marins, des torpilleurs et des mines navales au tournant du siècle a marqué le début d'une nouvelle ère de guerre navale, marquant le crépuscule de l'importance des cuirassés, auparavant considérés comme le facteur décisif de la puissance navale. Martin N. Murphy et Toshi Yoshihara établissent des parallèles directs entre l'expérience française de la fin du XIXe siècle, le développement de la doctrine de guerre navale en Union soviétique et le processus en cours en Chine. Outre la jeune école française, les concepts de, je cite, la défense de la ceinture bleue, fin de citation, de l'amiral Gorchkov, dans les années 1970, ont considérablement influencé la doctrine chinoise anti-accès. Les missiles anti-navires modernes incarnent de telles capacités et sont au cœur de la doctrine de défense chinoise. Les forces de missiles fournissent également un parapluie défensif pour les opérations navales au sein des premières et deuxièmes chaînes d'îles. Grâce au programme Dongfeng, initié dans les années 1950, la Chine a continuellement amélioré sa capacité à engager les navires ennemis depuis son territoire. À l'heure actuelle, la Chine est le seul pays à disposer de missiles balistiques anti-navires, ASBM, comme le DF-21D, doté d'une portée allant jusqu'à 1550 km, et le DF-26B, qui prétend cibler des objets aussi éloignés que 4000 km. La Chine a également réalisé des progrès considérables dans le domaine des missiles de croisière anti-navires, ASCM, qui constituent l'essentiel de son arsenal anti-navire. Pékin utilise des missiles de croisière anti-navires russes, mais ils ont également développé les leurs, comme le YG-83, avec une portée allant jusqu'à 180 km, et des variantes supersoniques comme le YG-12, qui a une portée de 240 à 400 km, voire 470 km, comme le YG-18. En comparaison, la diversité et la portée des missiles anti-navires américains sont à la traîne. Le Harpon AGM-84, avec une portée allant jusqu'à 240 km, reste une arme principale. Accompagné de l'aviation navale, historiquement un pilier des opérations offensives de la US Navy, il fait des porte-avions son centre de gravité, fournissant la plus grande puissance de feu. Cependant, malgré la défense aérienne avancée et le réseau des capteurs de système Aegis, les navires de la marine américaine restent vulnérables aux attaques de missiles chinois en raison du volume et de l'intensité de la puissance de feu chinoise, les porte-avions étant particulièrement exposés. Un récent jeu de guerre mené par le groupe de réflexion CSIS de Washington a révélé qu'en cas de conflit autour de Taïwan, la marine américaine pourrait perdre 2 porte-avions dès les premiers jours de la guerre. Les responsables militaires américains soulignent que la portée efficace des missiles chinois s'étend sur toute la deuxième chaîne d'îles. La course aux armements en cours dans ce domaine se concentre principalement sur les armes hypersoniques qui combinent les meilleures caractéristiques des missiles balistiques et de croisière. La Chine, par exemple, développe une version anti-navire du missile DF-17. La trajectoire du développement des armes de précision, désormais un élément indispensable de la guerre navale, indique une portée, une précision et une vitesse accrue des missiles. Cette évolution met en évidence la vulnérabilité des grands navires de surface, s'alignant sur la doctrine chinoise de déni de la mer, en remettant en question les avantages inhérents de la marine américaine. Avec à l'esprit la douloureuse leçon du milieu des années 1990 et les leçons encore plus désastreuses d'un siècle d'humiliation qui a conduit à la faiblesse de la Chine dans les décennies qui ont suivi, et avec un budget massif à sa disposition après 4 décennies de croissance continue, le changement devait s'imposer en Chine. Les dirigeants de la RPC, dirigés par Xi Jinping, ont posé une question fondamentale. Comment empêcher la Chine de s'effondrer une seconde fois? La réponse était simple. Avoir une armée qui ne le permettrait pas. Pékin a donc élaboré un plan. D'ici 2035, l'armée doit être entièrement modernisée. Et d'ici 2049, centenaire de la fondation de la RPC, les autorités communistes
visent à disposer d'une force armée d'une classe mondiale, ce qui indique leur volonté de rivaliser avec les États-Unis, y compris dans le domaine naval. Jusque dans les années 1970, la marine chinoise était considérée comme une marine des eaux brunes, axée sur les opérations dans les eaux intérieures et les missions côtières limitées. Aujourd'hui, selon les experts, la marine chinoise est déjà une marine d'eau verte, capable de mener des opérations avancées dans les eaux côtières, notamment au sein de la première chaîne d'îles. En ce qui concerne l'état technique des navires, il convient de noter que la flotte de la RPC est relativement nouvelle, ce qui signifie que la majeure partie du budget peut être consacrée à la construction de nouvelles plateformes. Cela fait presque une décennie que la marine chinoise a dépassé la marine américaine en termes de nombre de navires de guerre. Ce fait ne permet cependant qu'une évaluation simplifiée, les États-Unis disposant toujours d'un double avantage en termes de tonnage. La marine chinoise compte 260 000 hommes et est organisée en 3 flottes distinctes: les commandements de l'Est, du Sud et du Nord. Rien qu'en 2021, selon le groupe de réflexion britannique IISS, la Chine a mis en service 28 navires, soit 4 fois plus que les États-Unis. Ce bond en avant est encore plus frappant par rapport aux autres marines d'eau verte. Entre 2017 et 2019, la Chine a ajouté plus de navires à sa flotte que l'Inde, le Japon, l'Australie, la France et le Royaume-Uni réunis. En 2022, 10 navires d'un tonnage total de 110 000 tonnes ont été mis en service, soit l'équivalent du tiers de l'ensemble de la flotte française. La RPC a toujours été le plus grand producteur mondial de navires de guerre au cours des 5 dernières années. Selon les estimations des institutions américaines, la marine américaine disposera de 290 navires en 2030, après le retrait des navires plus anciens, dont l'ensemble des croiseurs de la classe Ticonderoga, tandis que la flotte chinoise comptera jusqu'à 440 navires. La Chine compte 2 porte-avions, 7 croiseurs, 42 destroyers, 41 frégates, 72 corvettes et 72 bateaux lance-missiles en service actif. La domination des navires de petite et moyenne taille, tels que les frégates, les corvettes et les bateaux lance-missiles, est donc notable. Cette configuration de la flotte permet une dispersion habile des unités armées de missiles anti-navires, ce qui pose des problèmes particuliers aux groupes aéronavals américains. Une telle approche asymétrique est également caractéristique de la marine russe, qui s'appuie principalement sur des corvettes et des sous-marins. Dans le cas de la Chine, cette approche est particulièrement efficace contre des rivaux régionaux comme le Vietnam ou les Philippines. Ces navires sont également un outil exécutif de ce que l'on appelle, je cite, la diplomatie de la canonnière, fin de citation, qui vise à imposer des concessions sans recourir à la force. En outre, les navires paramilitaires chinois, avec le soutien naval, utilisent la méthode du fait accompli pour faire valoir les revendications territoriales chinoises sur la base de la ligne à 9 traits qui couvre environ 90% de la mer de Chine méridionale. Ceci est également étroitement lié à la militarisation du bassin que Xi Jinping a amorcé en 2015 malgré les promesses contraires antérieures. Face à la domination des navires sous-dimensionnés, certains analystes soulignent que la marine chinoise présente déjà de nombreuses caractéristiques d'une flotte océanique, ce qu'on appelle la marine de haute mer. En effet, malgré une préférence pour des mesures asymétriques, les Chinois ont montré ces dernières années un intérêt croissant pour des capacités expéditionnaires permettant une plus grande projection des forces. Pékin dispose des outils pour le faire, à savoir 2 porte-avions en service actif, le Shandong et le Liani. Tous 2 sont basés sur la conception soviétique de Kuznetsov et sont donc nettement inférieurs à leurs homologues américains. Pour cette raison, il a été décidé de développer un programme national de porte-avions. En juin 2022, s'achève la construction d'un 3e porte-avions, le Fujian, le premier du genre, entièrement conçu en Chine. Les Chinois investissent également dans le développement de l'aviation navale, avec l'intention d'introduire le chasseur J-31 de 5e génération, qui devrait être un rival direct du F-35C américain. La volonté de la Chine de se mondialiser signifie également la tentative de Pékin d'établir son réseau de bases navales. Actuellement, le Sri Lanka, Djibouti et le Pakistan sont les principales cibles de la présence maritime croissante de la Chine. Pourtant, cela n'est rien en comparaison du réseau de bases américaines dans la région, et encore moins au niveau mondial. Mais comment tout cela se compare-t-il à l'hégémonie actuelle des mers et des océans, la marine américaine, qui est inévitablement remise en question par l'expansion maritime chinoise? Aujourd'hui, en tant que puissance dominante, les États-Unis jouent à la fois le rôle de gendarme du monde et de garant du libre accès aux voies maritimes de communication.
Ce rôle, autrefois joué par exemple par le Royaume-Uni en raison de son influence maritime, constitue en pratique un excellent outil pour façonner l'ordre international. En d'autres termes, une hégémonie mondiale doit également fonctionner comme une hégémonie maritime. À mesure que le potentiel de la Chine grandissait, la définition américaine de sa raison d'État commençait à entrer en conflit avec les objectifs stratégiques de la puissance émergente. L'objectif primordial de la marine américaine reste d'assurer un accès sans restriction aux océans du monde selon les principes, je cite, d'un ordre libéral fondé sur les règles. Fin de citation. Et cela, selon Pékin, n'est qu'une couverture pour l'hégémonie américaine. La Maison-Blanche estime que cette décennie sera cruciale pour déterminer l'issue de cette lutte. Les documents Expeditionary Advanced-Based Operations, EABO, et Force Design 2030 montrent que les Américains donnent la priorité à l'augmentation de la mobilité et des capacités expéditionnaires du corps des marines. Les mesures offensives, en revanche, devraient s'appuyer sur des armes de précision à longue portée pour permettre, entre autres, la création de zones d'interdiction d'accès dans le cadre de missions de refus de la mer. Les plans à long terme de la marine, comme ceux décrits dans le document Battle Force 2045, mettent l'accent sur la nécessité de construire des unités plus petites selon une approche connue sous le nom de létalité distribuée. Cela s'explique en grande partie par le développement des capacités asymétriques chinoises et par la vulnérabilité croissante des grands navires de surface, tels que les porte-avions et les destroyers dans les zones A2-AD. Dans le même temps, l'amirauté américaine reconnaît que le contrôle de la mer ne peut être tenu pour acquis, comme cela a été le cas au cours des dernières décennies. Les Américains visent donc à disperser la flotte pour neutraliser le principal atout de la marine chinoise, sa puissance balistique. Le document accorde également un rôle plus important aux plateformes sans pilote et autonomes. Dans le cadre de ce plan, la marine américaine envisage de construire 20 frégates de classe Constellation. Au total, le plan US Navy Force Design 2045, présenté par l'amiral Michael Gilday, envisage une flotte de 373 navires et 150 unités autonomes. Dans l'ensemble, il est juste de dire que les Chinois réduisent chaque jour le fossé avec la marine américaine. Toutefois, la supériorité de la US Navy dans plusieurs domaines reste incontestable. La vulnérabilité la plus importante de la marine chinoise réside sans doute dans ses sous-marins. La Chine possède en effet 7 SSBN, c'est-à-dire des sous-marins à propulsion nucléaire équipés de missiles balistiques. Mais le noyau est constitué de 46 navires conventionnels propulsés au diesel. Ces navires sont très faciles à détecter, ce qui limite fortement leur efficacité en dehors de la première chaîne d'îles, plan d'eau relativement bruyant. Contrairement à la flotte de surface, aucune amélioration significative n'est prévue dans ce domaine. À titre de comparaison, la marine américaine exploite 68 sous-marins, tous à propulsion nucléaire. Cette force comprend 50 sous-marins d'attaque, SSN, 14 SNLE et 4 sous-marins lance-missiles, SSGN. La disparité des capacités de guerre sous-marine constituerait une menace mortelle pour une hypothétique opération de débarquement chinoise à Taïwan. Ainsi, la guerre sous-marine constitue la plus grande faiblesse de la Chine, tout comme son expérience limitée des opérations combinées. Ceci, ajouté aux capacités limitées de la guerre anti-sous-marine, ASW, aux capacités sous-marines inférieures à la moyenne, au peu de bases et à la pénurie de marins, conduit à une évaluation sobre du potentiel de la marine chinoise. L'efficacité peut également être entravée par l'endoctrinement massif des forces armées et le maintien d'une structure de commandement divisée entre amiraux et commissaires politiques. Mobiliser l'opinion publique et obtenir un soutien en faveur d'une nouvelle expansion navale constituera également un défi pour Pékin, en particulier face à une situation économique qui se détériore et à des problèmes démographiques à long terme. À l'avenir, la marine chinoise sera confrontée à un dilemme croissant alors qu'elle est en train de concilier sa stratégie asymétrique de défense active avec ses ambitions de projection de puissance accrue. Les problèmes américains, en revanche, sont principalement liés à la tyrannie de la distance, mentionnée plus haut, dont une conséquence est la portée insuffisante de l'aviation navale. Par exemple, l'avion FA-18E, F Super Hornet, doté d'un armement standard et de carburant supplémentaire, a une autonomie de seulement 723 km. Bien que le F-35C Lightning II augmente la portée maximale des armes de précision à 1915 km, elle reste relativement courte. Cela rend les porte-avions vulnérables aux attaques de missiles balistiques chinois lorsqu'ils entrent dans certaines zones. Les experts
souligne que les bombardiers à long rayon d'action, en particulier les plateformes dotées de capacités furtives comme le B-2 et le prochain B-21, dont la mise en service est prévue d'ici 2026, pourraient constituer une solution. Ces avions sont des éléments cruciaux de la dissuasion conventionnelle et stratégique, influençant les calculs de Pékin. Un autre défi réside dans l'insuffisance des stocks de munitions à guidage de précision, notamment de missiles GEO-SSM, qui, selon certaines estimations, ne dureraient que 10 jours d'opération. Les conclusions sont claires. Le succès des opérations américaines dans la région dépend de l'expansion progressive de la portée et des capacités des véhicules aériens interopérables. Le développement des capacités de ravitaillement en vol sera vital, tout comme l'amélioration des armes de précision. Des travaux sont déjà en cours sur le chasseur de la 6e génération dans le cadre du programme Next Generation Air Dominance, NGAD, qui vise à résoudre le problème des limitations de portée. Il convient de noter que la dépendance excessive à l'égard de l'aviation navale au sein de la marine américaine pourrait introduire une plus grande prévisibilité, facilitant ainsi la tâche défensive de la Chine. Du côté positif pour la marine américaine, si l'on exclut les forces de missiles chinoises, il existe un avantage significatif en termes de nombre de systèmes de lancement vertical, VLS, avec un ratio de 9 pour 1. James Funnell, spécialiste des études navales chinoises, affirme qu'une erreur fondamentale, commise par la marine américaine, a été de retarder la priorisation de la doctrine face à la menace conventionnelle posée par la marine chinoise. Par conséquent, selon lui, l'état actuel des forces navales américaines est inadéquat pour mener une guerre intense contre un pays aux capacités similaires. Même si les plans à long terme présentés dans Battle Force 2045 diagnostiquent avec précision les problèmes qui affligent la marine américaine, ils ne proposent pas de solution à court terme. Les Américains indiquent que la décennie à venir sera charnière pour la rivalité sino-américaine sur les mers et les océans. La probabilité inévitablement croissante d'un conflit autour de Taïwan affecte ces calculs. Le compte à rebours pour la guerre se profile dans les détroit de Taïwan. Le développement rapide de la marine chinoise, des années de négligence de la part de la marine américaine et la tyrannie de la distance implacable ont rendu l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique bien plus équilibré. Les Chinois ont acquis de nombreux arguments qui remettent en question la dominance américaine dans la région. D'un autre côté, la superpuissance actuellement dominante conserve encore de nombreux avantages dans une multitude de domaines, tandis que son concurrent commence à connaître des problèmes de plus en plus prononcés, comme le montre par exemple l'effondrement démographique ou les crises du marché immobilier national. Alors, l'expansion de la marine chinoise met-elle fin à l'hégémonie de la marine américaine? Chacun, compte tenu des arguments cités ci-dessus, peut répondre par lui-même à cette question. En fin de compte, il n'existe qu'une seule forme de vérification ultime des calculs d'avant-guerre: la guerre. Cette banalité est démontrée sans pitié par l'invasion russe de l'Ukraine, une erreur stratégique dans les calculs du Kremlin. Espérons qu'une vérification similaire ne se produise pas dans le détroit de Taïwan.